Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez classique en entreprise, mais pas toujours simple. Le trombinoscope. Mmh. Plus précisément, comment on gère ça quand certains collaborateurs sont réticents ou même refusent de donner leurs photos. Oui, c'est une situation que beaucoup de communicants ou de RH rencontrent. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre un peu pourquoi ça bloque et de voir quelles approches respectueuses et efficaces on peut avoir. On va décortiquer ça. D'accord, Alors, juste un petit rappel rapide, le trombinoscope, bon, c'est la galerie de portraits, hein, avec les noms, les fonctions, c'est ça. utile en interne pour la cohésion, savoir qui fait quoi, faciliter l'intégration des nouveaux, et parfois aussi en externe pour humaniser un peu l'entreprise. Tout à fait, ça met un visage sur un nom. Ça peut vraiment fluidifier les échanges. Alors, justement, pourquoi ce refus parfois? Qu'est-ce qui coince? Les raisons sont assez variées en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est cette diversité. Il y a d'abord une gêne assez simple vis-à-vis de sa propre image. Tout le monde n'est pas à l'aise à l'idée d'avoir sa photo affichée. Oui, ça je comprends bien. Ensuite, il y a la crainte d'usage détourné. Où va finir ma photo? Qui va la voir? Est-ce qu'elle pourrait être utilisée hors contexte? Hmm, la peur du contrôle qui échappe en quelque sorte. Exactement. Il y a aussi un besoin de discrétion, tout simplement. Certaines personnes préfèrent garder une séparation nette entre vie pro et vie perso. D'accord? Et puis, bien sûr, la peur du jugement sur l'apparence. C'est humain, quoi. C'est clair. Et toutes ces raisons, elles sont légitimes, j'imagine. Oui, tout à fait. Il faut vraiment partir de ce postulat. Ces préoccupations sont compréhensibles et valides. Du coup, la première chose, c'est de respecter ce choix, j'imagine. Ne pas forcer. Ah oui, absolument. Forcer la participation, c'est souvent décrit comme complètement contre-productif. Ça peut vraiment dégrader l'ambiance. Créer du ressentiment, j'imagine. Voilà. Donc le respect du choix individuel, c'est la base. La liberté doit primer. Ok. Mais alors, comment on fait pour encourager quand même, sans mettre la pression, si l'outil est jugé utile pour l'équipe? Alors la première étape, c'est la communication. Expliquer clairement et simplement les bénéfices, pourquoi on le fait, à quoi ça va servir concrètement. Mettre en avant le côté convivialité, facilitation des échanges? C'est ça, le présenter comme un outil pour l'équipe, pas juste une demande de la direction ou des RH. Et puis une suggestion qui revient souvent, c'est de proposer une séance photo de qualité professionnelle. Ah oui, pas la photo prise à l'arrache avec le smartphone dans un couloir. Exactement. Faire appel à un photographe, ça montre qu'on prend les choses au sérieux et ça garantit un résultat plus valorisant. Et ça permet peut-être aussi de donner le choix à la personne, parmi plusieurs clichés. Tout à fait. Si on relie ça à une vue d'ensemble, redonner le contrôle sur l'image finale, c'est un bon moyen de lever certaines réticences. La personne choisit la photo où elle se trouve le mieux. D'accord. Et on peut rendre le moment sympa aussi, non? Oui, c'est une autre stratégie. Plutôt que la convocation un peu formelle, pourquoi pas organiser ça pendant un petit événement interne, une pause café un peu spéciale, une activité ludique. Transformer la corvée potentielle en moment d'équipe agréable. Voilà, ça peut désamorcer pas mal de choses. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Montrer des exemples réussis d'autres boîtes, ça peut aider aussi, hein? Voir que ça peut être bien fait, sympa. Oui, montrer un trombinoscope créatif bien intégré, ça peut inspirer et donner envie. Et puis valoriser la participation individuelle. Dire que chaque personne compte, que c'est l'ensemble qui fait la richesse de l'équipe. C'est ça. Mettre l'accent sur le collectif et la reconnaissance de chacun. Ok, mais imaginons, malgré tout ça, la personne ne veut vraiment pas. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il faut penser aux alternatives. Cela soulève une question importante. Comment représenter tout le monde? On peut proposer des illustrations personnalisées, par exemple? Des dessins, des caricatures sympas. Oui, ou même des avatars que la personne peut choisir ou aider à créer. C'est une approche créative qui maintient la présence de la personne sans utiliser de photos. D'accord, c'est une piste. Et si, même ça ne passe pas? L'option la plus sobre, c'est de se limiter au nom et à la fonction. Juste le texte. Oui, on peut éventuellement proposer à la personne d'ajouter une petite phrase descriptive ou une citation, quelque chose d'un peu personnel ou humoristique si elle le souhaite. Pour personnaliser un minimum. Voilà. L'essentiel, c'est de trouver une solution qui respecte le refus, tout en intégrant la personne dans l'outil collectif. Et une bonne pratique, c'est vraiment d'impliquer l'équipe dès le départ. Comment ça? Discuter ensemble du format, du style. Est-ce qu'on veut quelque chose de très pro, de décalé? Est-ce qu'on intègre des illustrations d'office? Co-construire le projet, ça favorise l'adhésion. Logique. Et un dernier point qui semble ressortir, c'est la transparence sur l'utilisation, c'est ça? Ah oui, c'est fondamental. Dire très clairement où ces photos ou ces alternatives seront visibles. Juste sur l'intranet, Hmm. sur le site web public. Dans une plaquette. Exactement. Préciser les usages prévus et s'y tenir.
Ça permet de rassurer et de lever beaucoup de craintes liées au manque de contrôle. Donc pour résumer, un bon trombinoscope, c'est celui qui arrive à fédérer. Oui, il faut trouver cet équilibre entre expliquer l'intérêt pour le groupe, l'intérêt collectif, et respecter profondément les choix de chacun. Avec de la bienveillance De la créativité pour trouver des solutions, et de la transparence. c'est ça. Ce sont un peu les maîtres mots pour que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Cette histoire de trombinoscope, ça peut paraître anodin, juste un outil pratique. Hum. Mais la façon dont une entreprise gère ses réticences, ses refus, est-ce que ce n'est pas finalement un petit révélateur de sa culture? C'est une bonne question. Peut-être une indication sur la confiance qu'elle place en ses collaborateurs, sur l'autonomie qu'elle leur laisse réellement? Voilà, une petite réflexion à emporter avec soi.